Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir nous accueillons pour la troisième fois Jean-Marie Kemener. Bonsoir Jean-Marie. Salut. Alors ce soir tu reviens avec un livre qui est sorti ce matin. Il est sur toutes les tables de librairie, ça s'appelle Sombre éclat et c'est sorti aux éditions Plomb. Pour t'interroger ce soir, nous sommes extrêmement ravis d'accueillir Camille Desforges de la librairie La Bicyclette Bleue, une nouvelle librairie indépendante qui a ouverte en août 2021. Bonsoir Camille. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Voilà. Jean-Marie. Salut. Alors, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Jean-Marie pendant que tous les deux vous êtes en train de discuter par l'intermédiaire de l'onglet Discuter qui se trouve en bas. Et je me ferai un plaisir de venir poser les questions à Jean-Marie à la fin. Camille, je vais te laisser œuvrer. D'accord. Jean-Marie, bonne rencontre et à tout à l'heure. Alors, donc bonsoir Jean-Marie. Donc moi, Bonsoir. j'ai dévoré votre livre Sombre éclat, qui m'a fait du bien parce que c'est un roman humaniste et qui donne qui donne des envies de résistance. Parce qu'on est dans un huis clos entre un officier français et un officier allemand. Nous sommes le 7 juin 1940. Nous sommes dans la petite ville que Et j'ai. Rennes. Et Rennes. Voilà, des Rennes, exactement. Et les soldats français ont résisté vaillamment pendant 5 jours sous le commandement de Charles Enchoéré, qui est donc l'officier d'origine africaine qui commande. Et au bout de 5 jours, ils se sont fait avoir par les soldats allemands présents, les soldats de la Wehrmacht. Et à un moment donné, en fait, le capitaine allemand, en voyant le soldat africain, pour lui, va se laisser aller en le traitant de singe. Et quand le capitaine français va vouloir rejoindre, puisque au moment de trier les prisonniers, va vouloir rejoindre les officiers, l'Allemand va lui dire non, toi, de toute façon, t'es qu'un nègre, tu vas rejoindre les soldats, la piétaille, pardon. Et ce que j'ai trouvé, ce face-à-face est très prenant parce à tout moment, on se dit effectivement, le capitaine français risque sa peau, il le sait, mais ils vont réussir en fait à dialoguer tous les deux, à s'éloigner un petit peu du reste des armées et commencer à dialoguer. Alors moi, ma première question, j'avais envie de savoir en fait qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre, parce que le capitaine français a réellement existé. Comment l'avez-vous rencontré? Je suis parti de là, en fait. J'ai lu un portrait de lui. Il me semble que c'était dans Le Monde. Un portrait de cet inconnu, en fait, qui était multidécoré de la Première Guerre mondiale. On disait un indigène à l'époque, hein, gabonais, et qui a fait l'école des officiers de Fréjus, qui à l'époque n'était pas une évidence pour justement un indigène, et qui est mort en héros lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui fait partie de ces héros. La Seconde Guerre mondiale, hein, le Blitzkrieg, les Allemands déferlent sur la France et les armées françaises n'y peuvent mais. Et l'histoire vraie, c'est qu'hélas, le commandant de la Wehrmacht était un nazi, en fait, et a voulu féliciter le commandant adverse, comme ça se faisait autrefois, pour la résistance incroyable qu'il a opposé à ses troupes. Il faut voir que les Allemands, ils sont allés à coups de chars et de lance-flammes. Ils les ont finis au lance-flammes. Et donc, toujours dans l'histoire vraie, l'Allemand se rendant compte qu'il a un noir qui lui a résisté donc, pendant 3 jours de façon incroyable, il l'abat. Il l'abat immédiatement. Il ne lui pose pas de questions. Et là, à partir de là, je me suis dit, c'est parti du souper, ce livre et cette pièce de théâtre merveilleuse. Et en discutant avec un ami, pourquoi pas donner son nom, c'est Olivier Ravanello, on parlait justement du souper et de ce dialogue absolument incroyable qu'il y a entre les deux, etc. Et je lui dis, tu sais, je suis tombé sur une histoire fabuleuse, c'est Charles Nchoéré. Et je me dis que si je mets en face quelqu'un qui puisse tenir, mais qui a une autre histoire que l'histoire vraie, évidemment, c'est l'allemand que j'invente, hein, est-ce que finalement,
est-ce que finalement, on ne peut pas faire tout un livre sur l'indifférence à la différence? En gros, c'est ça. Et partant de là, c'est ce qui m'a tenu tout le livre. Je voulais que ces deux-là soient vrais dans leur haine, dans leur désespoir en ce qui concerne Charles Chauvéret, mais qui se cache rien. Je voulais qu'effectivement, officiellement, le traite de primate, parce que très probablement, un officier, en plus là, j'invente un Prussien d'une vieille famille aristocratique. Oui, très rigide. Ouais. Pas susceptible d'être super agréable avec un noir. Et je me suis dit que c'était parlons-nous, quoi. Je me suis dit parlons-nous sans essayer de se convaincre, parce qu'en fait c'est ça le livre, c'est personne n'essaie de convaincre l'autre qu'il est meilleur. En fait ils s'ouvrent tous les deux, et en s'ouvrant tous les deux ils se rendent compte que il y a quelques chemins qu'ils ont pris ensemble, et tous les deux ont fait la Première Guerre mondiale, tous les deux ont vécu la guerre et son horreur absolue, et finalement en partant du plus petit dénominateur commun, qui est quand même déjà énorme, des guerriers avec leurs souffrances et leurs cauchemars, et tout en n'étant pas d'accord la plupart du temps, évidemment, ils arrivent à avancer ensemble, ils font un bout de chemin ensemble. Et je trouve que par les temps qui courent, c'est pas plus mal d'avoir écrit ce livre, en fait. Je n'y attendais pas, évidemment, parce que je ne m'attendais pas à une violence pareille dans les propos de campagne notamment et autres, et je trouve que mais même pas la campagne, les replis identitaires de toutes sortes, et je pense que si on se met tous d'accord sur un plus petit dénominateur commun qui serait aller au hasard l'être humain, sans être un doux rêveur ou un utopiste, on arriverait probablement à se faire un peu moins mal. Oui, mais ce qu'il y a de bien, je dirais, dans votre livre, c'est que vous dépassez justement les stéréotypes. Le Prussien qu'on avait envie d'imaginer très cruel, au fur et à mesure de sa conversation avec Charles, il montre des phases d'humanité qui sont plutôt assez touchantes, parce qu'effectivement, éducation très rigide avec le père, avec l'oncle, la notion de grand empire germanique, enfin, qui lui a complètement bourré le crâne et tout. Mais ce qu'il dit à Charles, en fait, c'est que leur énorme point de commun au départ, c'est la guerre de 14. C'est ça. C'est que chacun, quand il parle, c'est les souffrances, et c'est leur rêve. C'est... vous, moi, tout le monde, on a été gamin, on a eu des tas de rêves, on choisit de les oublier ou pas d'ailleurs, et on n'a pas forcément tort de vouloir les oublier. Et eux, sur un moment critique de tension extrême, retrouvent le rêve de gamin ensemble, et finalement, le petit Gabonais de l'AEF, du Gabon, qui plonge dans l'estuaire, il arrive à avoir des points communs de gamin, évidemment, avec l'aristocrate élevé sur le grand domaine familial que j'ai pas inventé. Il existe réellement. Von Dünhoff, c'est une vieille famille aristocratique de Poméranie. Enfin bon, ça remonte loin. Et ils retrouvent ensemble. Ils marchent ensemble. Et ça commence par l'enfance, en fait. Oui, exactement. Et là, effectivement, on est assez touché. Et moi, j'ai pensé à certains passages de votre livre au film La Grande Illusion. Avec Von Stroheim, avec Pierre Freinet, Gabin et tout. Et on pourrait imaginer, enfin, je vous l'ai dit tout de suite, moi, je vois peut-être plutôt une pièce de théâtre qu'un film, mais je pense que ça ferait quelque chose de formidable. Hein. Si un producteur de théâtre nous regarde, moi, je suis prêt. Oui. Mais oui, parce que l'autre histoire que je voulais faire, et j'espère avoir réussi, c'est le dialogue, en fait. C'est-à-dire que comment vous dire, je n'aurais pas écrit de livre, j'aurais fait un dialogue entier. Je n'aurais rien mis d'autre que le dialogue. Évidemment, quand on écrit un livre, on raconte une histoire, et cette histoire-là, elle doit se nourrir de ce qu'il y a autour, à la fois les paysages, les hommes, les animaux.
tout vient pour nourrir l'atmosphère d'un livre. Donc, évidemment que. Et puis, par ailleurs, ça me permettait aussi de décrire certaines choses sans vouloir divulgacher le livre. À un moment, il y a un officier nazi qui arrive pour le coup. Et là, on sent bien. On sent bien. J'espère qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Mais je suis parti du dialogue, vraiment, et j'ai vraiment eu la tentation de me dire. En fait, je vais mettre que du dialogue. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas possible parce que c'est incompréhensible, en fait. Il faut du contexte. Mais sinon, Oui, parce qu'il y a des descriptions de la nature, là, du campement où ils sont, enfin, où tout le monde est, enfin, tout le monde, Charles et puis Karl, ils sont très sensibles à ce qui se passe, un petit peu nostalgiques aussi de leur vie de famille passée. Enfin, il y a pas mal. Et puis ça me permettait aussi de raconter la guerre. Alors, j'ai passé un bout de temps de ma vie là-dedans, et moi, j'entends des gens m'expliquer qu'il y a la guerre civile en France. Non. J'entends des gens me dire que c'est la guerre contre ci ou la guerre contre ça. Non. Je comprends la métaphore, hein, et j'en veux pas aux gens de le dire. J'imagine la métaphore, et j'imagine qu'eux aussi se veulent métaphoriques, mais franchement, c'est pas beau. Il n'y a pas d'héroïsme pur. Il y a pas de. C'est une horreur absolue, la guerre. Et c'est un mélange épouvantable d'être humain dans tout ce qu'il a de plus magnifique et tout ce qu'il a de plus sauvage et terrible. Et en fait, le livre me permet aussi de parler de ça. Et en ça, finalement, je continue de faire ce que j'ai fait pendant 30 ans, quoi. Oui, exactement. Ça, on sent le journaliste est derrière le romancier, ça c'est évident. Et votre documentation, est-ce que vous êtes renseigné, je ne sais pas, auprès du ministère des Armées pour avoir un petit peu de matière, ou vous aviez déjà tout dans la… Non, je me suis documenté sur des détails parce qu'en fait, c'est effectivement le détail qui tue. Donc les armes, les grades, la position, la couleur des uniformes. Bon, ça, jusque-là, c'était assez facile. Vous n'avez pas les verres de gris pour rien. Les barrettes de capitaine, à quoi ça ressemblait, la croix de guerre. Mon officier allemand a une bague de tranchée, qui est un souvenir que les soldats ramenaient de souvent. Là, pour le coup, je suis allé voir à quoi ça ressemblait parce que j'en avais pas vu. Voilà. Et j'ai pas voulu faire d'erreur historique sur mon tout petit préambule où j'explique réellement ce qui s'est passé. Donc là, effectivement, j'ai travaillé un peu sur la bataille des Rennes, qui reste une bataille fabuleuse parce qu'ils ont tenu 3 jours avec très peu d'hommes contre la 7e division blindée de Rommel, et c'est les seuls qui l'ont fait, quoi. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, on voit au départ, quand l'Allemand essaie de provoquer Charles, et que Charles va lui dire que lui, il a eu une éducation, par exemple, très classique, très littéraire. Il va lui citer Kant. Et là, vous êtes vraiment contre les stéréotypes de l'époque, mais qui durent encore maintenant. Et on a envie Enfin, moi, je trouve Charles très… peut-être un peu trop posé, un petit peu trop gentil vis-à-vis de Karl, parce qu'à un moment donné, on aura envie de dire, mais rentre-lui dedans. Enfin, je veux dire, vraiment, quand il le traite de primate Oui, non. mais il a compris que la posture d'égal à égal, c'est une posture calme. Oui, non, mais bien sûr. Et on ne peut pas parler d'égal à égal à quelqu'un en lui hurlant dessus. On ne peut pas parler d'égal à égal à quelqu'un en géniant. En gémissant, c'est pas possible. Et Charles Choréré se dit qu'il va mourir. Et il a ce calme intérieur. C'est très, très impressionnant. De ces gens-là. Et par ailleurs, il vient pas de n'importe où. Il a déjà vécu ça. Il a vécu toute sa vie, un blanc qu'il traite de singe. Toute sa vie. Probablement jeune, il en a conçu une révolte. Probablement plus âgé au moment où il se fait prendre en 40. Il en a conçu une sagesse. Il a compris que le seul moyen pour lui d'être supérieur,
c'est de parler d'égal à égal, sans jamais perdre son calme ou sans faiblir. Une fois, il s'énerve. Il ne s'énerve qu'une seule fois dans le livre. Oui, exactement. Mais c'est pas pour lui. Il s'énerve pour un soldat. Et je l'ai inventé, Charles Chauvéret, parce que hélas, j'ai beaucoup lu sur lui, mais on ne peut que l'inventer, évidemment, quand on est romancier. Et je ne cache pas qu'il a peur, mais je pense que ça devait être quelque chose comme ça, tel que je le perçois moi. Alors, c'est ma licence d'écrivain, bien sûr, et quand je dis je pense, je vais aller au-delà de ça, j'espère que c'était quelque chose comme ça. Et est-ce que vous avez trouvé la trace justement d'autres officiers africains dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, alors déjà, il y avait son fils qui est mort le même jour. Et il y a d'autres officiers ivoiriens notamment, qui existaient, qui ont tous été d'un courage extrême. Parce que ça, on n'en parle quasiment pas dans les livres d'histoire et tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, peut-être maintenant en 2022, mais bon. Dans les livres d'histoire, déjà, on a pris une déculottée, ça vous a pas échappé. On parle quand même vachement pas beaucoup de Trafalgar, Waterloo, et de la défaite française. Bien sûr. Il faut plutôt aller voir les livres d'historiens, les vrais historiens. Bien sûr. Eux en parlent. On parle, décrypte tout ça, comment ça a été possible, etc. Bon, nous, ce qu'on dit dans nos livres d'histoire, enfin à mon époque, c'était voilà, les Français ont fait la ligne Maginot, se sont fait enfler parce que les Allemands sont passés par-dessus et les ont pris à revers, et l'armée française, qui avait tout pour exister, finalement n'a pas existé. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Oui, c'est ça. Les Français ont la particularité de ne pas vouloir s'attarder sur leurs défaites. Ce ne sont pas les seuls, hein. Je crois que c'est assez humain et assez. Mais pour bâtir le roman national, vous avez besoin de victoire, vous n'avez pas besoin de défaites. Ce qui, à mon avis, est une erreur, parce que, surtout quand au bout, il y a la victoire. Certes, on n'a pas gagné tout seul. Mais enfin, voilà, les nazis ont été défaits. Donc, je pense qu'on devrait étudier plus souvent, oui, la débâcle française qui s'est passée. Alors, bien sûr, on parle de l'Exode, voilà. Et puis 40, pour les Français, c'est les prémices d'un truc absolument ignoble qui va déferler sur la France. Pétain, les Juifs, non pas c'était meilleur. Et par ce biais-là, parce que l'officier, sans vouloir encore une fois dévoiler trop le livre, mais l'officier prussien n'est pas super, comme la plupart d'ailleurs, pas super content d'Hitler. C'est pas son truc. C'est pas son puis les nazis trouvent ça vulgaire, vulgaire, bavarois, criard, mais ils pensent qu'ils vont pouvoir le manipuler. Donc voilà. Bon. Et ce que je voulais vous demander justement, est-ce que vous auriez pu imaginer le même type de face-à-face dans une autre époque, donc une époque plus contemporaine, où il fallait absolument un arrière-plan de guerre? Est-ce qu'on aurait pu imaginer, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait, la guerre en ex-Yougoslavie, un face-à-face à ce moment-là? Déjà, la guerre en ex-Yougoslavie, j'y étais, et ça a existé souvent, et ça a été très bien raconté par de très bons journalistes. Et ensuite, la vérité, c'est que la couverture de l'histoire, c'est une protection. Les choses sont très sensibles en ce moment. Moi, j'y ai mis tout mon cœur et tout ce que je pense. Mais je ne voulais pas que mon histoire soit gâchée par une actualité piquante, brûlante, franco-française et pseudo-nationaliste. Ça m'aurait agacé. Oui, mais je trouve pourtant, il y a dans le chapitre le siège de la sauvagerie, page 103 exactement, quand le paragraphe, quand le fanatisme prend le pas sur l'intelligence. Là, j'ai trouvé qu'il y a vraiment des accents de notre actualité très, très troublants. Et tout est notre actualité. Tout est notre actualité. Mais il n'y a rien de plus moderne que l'école des femmes. Pourtant, ça a été écrit il y a un bout de temps. Mais l'histoire me protège à l'écriture, en fait.
Elle ne me protège pas de moi, elle ne me protège pas de ce que je pense, mais elle me protège à l'écriture. Et elle ça, me donne pas un clin d'œil indirect que vous avez, enfin un clin d'œil, je veux dire un petit pas de, je dirais pas de côté, oui, une petite réminiscence de notre actualité. Mais On pense aussi tout est notre aux actualité attentats. dedans. Non, mais tout est notre actualité dedans. Je ne m'en cache pas. Juste, quand j'écris, c'est prendre de la distance avec l'actualité. Le cadre y participe aussi. Et si je me mets dans un cadre en 1940, je suis protégé justement, ce que je reproche à beaucoup de choses dans l'actualité, c'est ces espèces de coups de nerfs qui arrivent et qui sont qui sont insupportablement excessifs. Ma protection à moi, pour avoir du recul, c'est forcément de me mettre dans un cadre historique. Ça me permet de traiter de l'actualité, j'allais dire l'actualité actuelle, bravo, de l'actualité d'aujourd'hui, sans y mettre mes coups de gueule, parce que c'est pas. Oui, c'est pas le lieu, c'est pas le but non plus, Non, et puis encore une fois, si on veut expliquer les choses un fondu qui a mal digéré les 4 livres d'histoire qu'il a lus, il vaut mieux être calme, tranquille, apaisé. Le vrai problème de notre époque, c'est qu'on est tous dans notre petite bulle à nous, et ce qui n'est pas à nos idées est forcément faux. Et je pense que l'un des problèmes, c'est qu'on essaie de convaincre et qu'il n'y a pas besoin de convaincre. Discuter parfois suffit. Ça fait avancer. À moins d'avoir un homme avec le cerveau d'un bulot, normalement, la discussion devrait suffire, alors pas immédiatement, mais sur le moyen terme, à faire progresser sa propre pensée, même s'il part de 0. C'est pas impossible qu'il arrive à 2 ou 3. Oui, on espère. Ouais, c'est pas gagné, mais pourquoi pas mais tout a été écrit parce que je trouvais que nos replis, chacun dans son identité, son genre, mais j'en oublie plein. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce qu'on en vient à oublier qu'on est juste des êtres humains, quoi. Et qu'en fait, c'est ce qui nous définit. Pas le fait que je m'appelle Jean-Marie Kemeler, bon, probablement breton, il y a des chances que je suis blanc, hétéro, ou que sais-je, de plus de 50 ans. Je me définis pas comme ça. Oui, bien sûr, je suis un être humain avec mon histoire. Et elle n'est pas meilleure ni moins bonne que celle des autres. Donc, discutons. Mais ce qui serait formidable, je trouve, avec votre livre, parce que vous avez vraiment écrit un roman, un récit, enfin, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, pédagogique, c'est que vous alliez dans les collèges et les lycées pour justement discuter avec les jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est un livre pour eux aussi. Oui. Alors moi, je suis je suis pas fils de prof pour rien. Moi, on me parle de scolaire. Forcément, j'allais dire, j'ai grandi avec ça. Oui, avec mon papa, quoi. Mais oui. Mais les jeunes, c'est pas trop le problème, vous savez. Ça dépend de quel jeune on parle. Mais on a Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour expliquer aux gamins de zones difficiles. Alors, ça peut être des zones rurales, hein, c'est aussi des zones urbaines difficiles. À l'époque où j'étais journaliste, c'était pour leur expliquer qu'ils avaient toutes leurs chances et que le premier des obstacles qu'ils devraient franchir, c'est dans leur tête, c'est de se dire que j'ai mes chances. C'est le premier chose. Pas « je pourrai jamais ». Ça ne doit pas exister. Hélas, ça peut exister, mais ça ne doit pas exister. Et on se rend compte que le verrou est assez simple à débloquer. L'extérieur est beaucoup plus difficile à débloquer, mais le verrou intérieur est assez simple à débloquer. Les jeunes, c'est le problème des jeunes, c'est qu'il faut dealer il faut faire l'équilibre entre les emportements qui sont normaux, des amours qui ne sont pas des amours, qui sont des passions, des déceptions qui ne sont pas des déceptions, qui sont des échecs cuisants. Enfin, on est toujours dans le trop, et c'est bien normal, et sans autant passer pour un vieux con. Ce qui n'est pas évident. Non, mais s'ils lisent ce livre et qu'ils en tirent 2-3 petits enseignements, moi, je suis ravi de passer derrière et d'expliquer pourquoi, comment et d'où ça vient. Ouais.
bien sûr. Ah oui, non, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire, hein. Mais c'est vrai que je vous trouve peut-être trop, enfin pas trop gentil, mais quand vous parlez des jeunes et tout, il ne faut pas oublier que les 18-35 ans sont les premiers à voter pour Marine, hein. Oui, parce qu'ils ils ont pas bien digéré tout ça. Ouais, bah, ouais. C'est Et un vrai l'histoire problème. notamment, et les cours d'histoire. Mais c'est pas en les engueulant qu'on va y arriver. Ah non, non, mais c'est Euh, justement, c'est grâce à votre livre qu'on peut, je sais pas, imaginer des dialogues. Charles Choréré est français. Il représente ce qu'il y a de plus beau dans la France, qu'elle a fait peut-être de mieux avec d'autres choses, bien sûr, mais ce qu'elle a fait de mieux, c'est-à-dire cette faculté d'intégrer et de. Enfin, il va jusqu'à accepter de mourir pour la France, qui est un pays qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Il a fait la Première Guerre mondiale, mais qu'il ne connaissait pas. Il n'est pas né français. Et il a la puissance de la France. Ce sont en effet ses idéaux. Le problème, c'est que si l'idéal, il doit être blanc et repli identitaire et avec un biberon à l'acide d'une histoire complètement faussée, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ces jeunes-là, ils ont besoin d'aimer Charles Choréré. Ils ont besoin de l'aimer et ils ont besoin de respecter l'officier allemand tout en rigueur militaire. Et ils ont besoin de comprendre que les deux sont des écorchés vifs et que si on en vient à être extrémiste, c'est que souvent, on expose sa propre écorchure, quoi. Et ces deux hommes-là dont je parle dans le livre, eux, ont réussi à faire la paix avec leurs propres blessures, sans les renier. Et le drame de l'extrémisme, du fanatisme, c'est qu'en fait, on projette ses propres blessures en les reniant, parce qu'on va les projeter sur les autres. Donc, on n'est plus blessés, nous, ce sont les autres qui sont des tarés moyens et des apostats ou que sais-je, je sais pas. Ces deux hommes-là, d'ailleurs, ils en parlent à un moment, et c'est ce que ça a coulé tout seul sur ce chapitre-là, c'est sur leurs blessures intimes, parce que c'était pour moi comme une évidence qu'ils échangent, parce qu'il n'y a qu'un... Il n'y a, à un moment, l'officier allemand dit, moi, en tant qu'il n'aime pas du tout parler de la Première Guerre mondiale, ses souvenirs sont trop douloureux, les fantômes le gênent. Et finalement, il vient en parler avec Charles Choréré parce qu'en fait, leurs fantômes sont les mêmes. Oui, exactement. Ouais, ouais. Et Ils se rejoignent là-dessus, ouais. Voilà, et le partage de nos fantômes, de nos blessures, de nos erreurs et de nos complexes intimes, ce partage, cette exposition finalement, permet tout simplement de ne pas accuser l'autre et de pas forcément de s'accuser soi-même non plus, mais d'apaiser un peu les blessures intimes, quoi. Et ces deux-là, je suis... Parce que, en fait, finalement, ils ont fini par vivre leur propre vie et avoir leur propre dialogue un peu indépendamment de moi, parce que c'est une fois que les personnages sont créés, ils y vont, quoi. Ouais, ouais. Et ils se reconnaissent ces deux grands blessés qui se reconnaissent en fait. Et Charles, enfin, je le trouve très, je dirais très lucide parce qu'à un moment du livre, on se dit, oh, bah, effectivement, à un autre moment, ces deux-là auraient pu être amis. Et Charles dit à Karl, mais à un d'autre moment et puis à un d'autre lieu, j'aurais été un primate pour vous et vous auriez été un chleu pour moi. Ouais, ben oui, mais oui, mais on arrive, bien sûr, d'abord c'est vrai, forcément oui, et ensuite, si c'est là où la guerre est importante, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que dans des situations d'extrême tension, de fin du monde, hein, il faut imaginer que le village il a été entièrement rasé, bon, voilà, que les hommes arrivent au bout du bout d'eux-mêmes et au bout du bout d'eux-mêmes sont capables de se dépasser totalement
mais sans jamais se renier, c'est-à-dire sans considérer que tout d'un coup, l'Allemand, il est très, très gentil et qu'il ne voit pas un chimpanzé face à lui, bien sûr, et que le Noir, il ne voit pas un verre de gris, un chleu devant lui. Bien sûr, bien sûr. Ça n'aurait pas été honnête de le dire autrement, en fait. Oui, mais ça, c'est pour ça que votre récit, il est, je dirais, psychologiquement, il est très, très fin. On est vraiment touché, en fait. On est vraiment bluffé. Et moi, j'avais une petite question par rapport, puisque vous avez écrit des romans de pirates, puisque vous êtes un Breton amoureux de la mer. Le passage dans votre livre où vous parlez d'Ulysse, est-ce que Ulysse a été un personnage important pour vous, ou pourquoi vous avez jugé bon de mettre Ulysse à ce moment-là dans l'histoire de votre roman? Vous D'abord, parlez d'Ithaque. Ulysse me pose un problème en tant que marin, parce que quand même, il a traînaillé pendant une éternité en Méditerranée. Oui, c'est Il vrai. devait quand même pas être super doué, le garçon. Ensuite, Ulysse, indépendamment de Heureux qui comme Ulysse, etc., Ulysse, en fait, c'est le héros, quasiment demi-dieu, en l'occurrence, il ne l'est pas, hein, mais quasiment demi-dieu du voyage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Ulysse, mais j'ai mis Achille aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai mis Ulysse. Et il faut voir qu'à l'époque, on faisait ses humanités et on était très, très, très précis sur la littérature, voilà, la littérature grecque et latine. C'était des études classiques qu'on faisait à l'époque, hein. Donc les deux peuvent naturellement parler d'Ulysse et d'Achille en sachant exactement de qui ils parlent. Mais Ulysse, on a oublié à la fois on a un peu effacé le héros de la guerre de Troie, et aussi le fait qu'il arrive finalement à Ithaque dans des conditions épouvantables, pour garder le voyage et pour garder celui qui voyage. Ulysse, c'est celui qui voyage, en fait. Et là, j'ai deux voyageurs devant moi, quoi. J'ai deux voyageurs, deux voyageurs au milieu de la mort, quoi. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Et donc, d'où Ulysse, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler aussi des personnages secondaires? Oui. Notamment, alors je pense, il y a le côté français, le soldat Fernand, le soldat Le Blévennec. Après, on a aussi Matteo Giudicelli, le pauvre Corse qui est pris pour un juif par le nazi. Oui, parce qu'il ressemble à Vous un les avez juif trouvés dans comment? l'esprit d'un nazi. En fait, je voulais déjà montrer que Charles Choréré était le commandant de Blanc. Ce qui à l'époque n'était pas évident. Il y a toute une histoire avec mon fameux Le Blévennec, qu'il raconte d'ailleurs, qu'il raconte. Puis je ne pouvais pas mettre que les Bretons, hein. Donc je vous ai mis un Auvergnat et un Corse. Je me suis dit qu'avec ça, je rééquilibrais un peu les choses. Mais Charles Choréré est un homme très spécial. Ça, forcément, il l'a été. C'est forcément. Mais ces hommes qui étaient avec lui, qui le suivaient, qui venaient du fin fond de l'Auvergne, de la Bretagne ou de la Corse, ces hommes-là, eux, n'étaient pas forcément exceptionnels. En fait, ils le sont devenus. Ils ont été forgés par cette guerre qui les a fait devenir ce qu'ils sont. Alors moi, j'en invente trois. Voilà. Quant au Corse, c'est un peu particulier parce que on ne peut pas écrire un livre qui se passe en 1940 avec les nazis partout, dans l'arrière, sans évoquer forcément la Shoah qui arrive. Évidemment. Et moi, je voulais que l'officier nazi se trompe et prenne le Corse pour un juif. Parce que ça permet de montrer toute la bêtise qu'il y a à regarder les gens et à se contenter de leur apparence. Donc, je me permets d'en remettre une couche là encore, quoi. Donc, c'était important pour moi. Et ça me permettait aussi qu'il se passe quelque chose entre l'officier nazi donc, et ce soldat corse. Et ça me permettait de mettre une scène sur la barbarie, en fait. Et je ne voulais pas non plus, pour des raisons un peu évidentes, on est en 1940, que
que les Allemands soient gentils, tous. Oui, bien sûr. Enfin, Oui, 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 c'est une réalité. Ouais. C'est incompréhensible. Enfin, ça aurait été historiquement faux et moralement douteux, quoi. Donc Oui, voilà. bah, exactement. Et est-ce que vous pensez que maintenant, en 2022, on va pouvoir justement célébrer les héros comme Charles ou des soldats, des soldats maghrébins qui sont venus se battre pour la France? On Est-ce en qu'on a va besoin, mais on a besoin de célébrer les soldats, pas parce qu'ils sont indigènes, Oui, mais maghrébins, parce qu'ils ont été africains. oubliés On surtout. a Ouais. besoin de célébrer nos soldats parce que ce sont des héros, des soldats, des soldats. Il y a Sidney Poitier qui est mort, hélas, très récemment. Ouais. J'ai revu une interview de lui un peu au hasard des différents hommages qui lui ont été rendus. Il disait toute ma carrière, j'ai fait en sorte qu'on oublie que je sois noir et qu'on me traite comme un être humain. Ouais, bah, Il très bien, il refusait les rôles où il fallait qu'il joue une caricature de noir. Donc ces gens-là, Charles Choréré notamment, il peut rentrer au Panthéon, mais il ne peut pas rentrer au Panthéon parce qu'il était noir et qu'il a fait une résistance héroïque. Il rentre au Panthéon parce que c'est un de nos grands soldats. Oui, c'est ça. Parce que en regardant, en préparant ce soir, en fait, j'ai vu sur Internet que alors je ne sais plus sur quel site, en fait, dans la petite ville d'Erennes, il y a une plaque qui commémore ce qui s'est passé, mais il n'y a pas il y a pas d'école de soldats qui s'appelle Charles Tchoréré, il n'y a pas de vrai, enfin, d'hommage plus important. Et ça, je trouve ça dommage. On pourrait, encore une fois, ce n'est pas le seul, mais on Non, pourrait. bien sûr, non, bien sûr. Mais le meilleur moyen de rendre hommage à Charles Tchoréré, j'ai envie de vous dire, c'est de retenir Charles ou Tchoréré, mais juste, c'était un soldat français qui s'est sacrifié, il s'est porté volontaire pour que son régiment puisse se battre en retraite sur Paris. Il a tenu bon pendant 3 jours, alors que partout l'armée française a cédé en quelques heures. Bah oui. Et cet homme a défendu haut et fier les couleurs. Voilà, point barre. Vous voyez, on peut être absolument non fanatique, non extrémiste et avoir ce genre d'enthousiasme. Ouais, bien sûr. Mais il faut faire l'effort que mon personnage allemand prussien réussit à faire, c'est finalement à oublier ce qu'il voit pour se concentrer sur ce qu'il entend. Et notamment, enfin, les dernières lignes de votre livre, la réaction de l'officier allemand, elles sont très bien. On serait presque triste pour lui. Ben, il faut. Ouais. On ne peut pas tout dire, mais oui, il faut être triste pour lui, évidemment. C'est une histoire d'amitié. Hein. Oui, mais exactement. C'est une histoire d'amitié improbable, impossible, dans des conditions épouvantables, mais c'est une histoire d'amitié. Bon, on attend l'adaptation de ce magnifique roman, en tous les cas. Ah, toi aussi, tiens. Moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Camille. Camille, tu restes là parce que si jamais tu veux rebondir par rapport. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Camille. Quel livre Jean-Marie, je voulais encore te féliciter. Je vais le faire là officiellement devant tout le monde, puisque moi, j'ai lu les 3 précédents. Là, d'un point de vue littéraire, il s'est passé quelque chose. On est dans un autre domaine. Le poids littéraire, il est bien là. Donc, j'engage vraiment nos amis lecteurs qui nous regardent ce soir à aller découvrir. On ne découvre pas un romancier, mais tu nous montres dans ce livre-là que tu es capable de tout écrire. Du coup, on a envie d'aller lire. Moi, j'ai envie d'aller lire. Ah oui. Alors, moi, j'ai lu. Camille, tu n'as pas lu Les Pirates, mais vas-y, non. C'est fabuleux. Mais on a envie d'aller voir ce qui s'est passé avant. Il y a Bachar el-Assad, il y a le Liban, donc du coup, ça donne envie aussi d'aller découvrir ce côté-là. Donc voilà. Mais l'écriture, c'est un. On n'est pas surpris de voir Picasso avoir plusieurs périodes. Alors, je ne suis pas Picasso. Hein. Oulala, ce que je viens de dire, tout d'un coup, je me rends compte que c'est d'une prétention sans borne. Alors, je vais le dire, je reprends. Allez, on la refait. On n'est pas surpris de voir un peintre avoir plusieurs périodes. On n'est pas surpris de voir tel sculpteur peindre divinement bien ou faire des croquis absolument magnifiques. Les croquis de Rodin étaient des merveilles. L'outil écriture,
c'est un outil. C'est un outil. Donc, quand on écrit sur un livre journalistique sur Bachar el-Assad, quand on écrit un essai géopolitique sur le Liban, quand on écrit un roman d'aventure sur les pirates, ou quand on écrit un roman intimiste et beaucoup plus fort comme Sombre éclat, l'outil, on le tient un peu différemment. C'est vraiment un poinçon-marteau, quoi. On va le tenir différemment, les volutes seront différentes, et voilà, mais le fond, il est là. Et si je peux me permettre un mini prétention, tous les livres écrits de façon journalistique, ils avaient ils étaient dans un couloir journalistique. Il y a une écriture journalistique, et elle doit être respectée. Un livre sur les pirates, ça doit passer par quelques bornes évidentes et avec une écriture particulière, surtout quand ça se passe au début du XVIIIe siècle. On a bien obligé de faire sentir que c'est au début du XVIIIe siècle. Là, rien ne me bridait. C'est peut-être pas le bon terme, brider, mais là, j'étais libre, complet et complètement dans mon écriture. Mais ça se sent. Et alors, je voudrais juste revenir sur le titre, Sombre éclat. Moi, j'ai envie de dire que ce livre, il est quand même lumineux. Pourquoi avoir choisi dans le titre, justement, le mot sombre? Parce que c'était de la guerre. Alors, je vais remontrer la couverture pendant que tu vas me répondre. Là, voilà, elle est sublime, d'ailleurs, la couverture. Ouais. Donc, sombre éclat, il vient d'où est-ce qu'il y a l'éclat de la balle? Est-ce qu'il y a un éclat parce que il est à tiroir, ce titre, quelque part? Ouais, et je suis pas... Je pense que chacun doit comprendre ce qu'il veut là-dedans, en fait. Mais techniquement, en fait, c'est en écrivant. Il devait s'appeler autrement, le livre. Et puis, à un moment, je décris donc un officier nazi qui cherche un juif dans les rangs des soldats français, pour faire un exemple, évidemment, et il lève très haut les genoux pour essayer de heurter les têtes des hommes qui sont agenouillés. Et il a des bottes cirées et noires, et dans le livre, je l'ai écrit naturellement, ça brille en sombre éclat. Et quand j'ai écrit, bon, voilà, je me suis rendu compte de rien, non, je me suis évidemment rendu compte de rien, et je finis le chapitre, et moi, quand j'écris un nouveau chapitre, je relis le précédent. Enfin, je le corrige, c'est pas je le relis, c'est je corrige le précédent pour rester dans le même ton. Et quand je me suis vu Sombre éclat, là, j'ai tout arrêté et j'ai repris tout en haut de ma page et j'ai effacé le titre que j'avais mis et j'ai mis Sombre éclat parce que c'était le titre qui correspondait, à mon avis, le mieux au livre. Ouais, il est très beau. Alors, je vais passer aux questions. Alors, même si tu as répondu en partie à la question, je vais quand même lire ce qu'a écrit Squirrelito, le petit écureuil. Ah, Il a oui. beaucoup aimé ton livre, donc justement, Oui. bonsoir à tous. Plus de secret que ce roman a été un coup de cœur, un coup de noisette, pardon, absolu, tant pour le sujet, l'imagination, les dialogues que l'élégance de la plume. Un hommage à ces tirailleurs sénégalais et autres colonisés de par le monde. Pour la question, alors tu as déjà répondu en partie, mais il y a d'autres questions. La référence à Homère était inéluctable, donc ça tu as répondu. Le premier grand roman de l'histoire a été l'Iliade dans un contexte de guerre. Rien de pire que la guerre, mais peut-elle disparaître un jour malgré son existence depuis que l'homme existe, ou presque? L'évolution parfaite pourrait-elle venir justement par le dialogue, la force des mots? C'est un idéal vers lequel on doit aller. On doit aller vers... on doit se contraindre à penser que finalement, c'est en discutant qu'on arrivera à aplanir certains conflits. On l'a bien fait sur l'Europe. On a créé l'Europe. Moi, mon père était né en 40, il a connu la guerre. Je suis né en 68. Vous allez me dire, j'ai connu la crise, mais très jeune. Mais je n'ai pas connu la guerre. J'ai la chance énorme d'être européen. On y arrive. Comme quoi, on y arrive. On peut y arriver. Et puis, parfois, on échoue. Ex-Yougoslavie, notamment, pour continuer de parler de l'Europe, ou Crimée, ou Donbass. Enfin, et puis, ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On doit tous tendre vers un idéal. Ensuite, le problème, c'est que les simplifications qui veulent dire
oui, mais alors, si c'est pas la paix, c'est la guerre. Non, allons doucement, essayons tous de trouver, encore une fois, le plus petit dénominateur commun, puis de l'élargir au fur et à mesure, et d'en faire une espèce de blob de paix qui, voilà. Mais c'est pas réaliste de penser que en claquant des doigts et parce qu'on est tous super sympas, on va s'aimer et qu'il y aura plus de guerre dans le monde. En revanche, c'est tout à fait normal d'essayer de faire en sorte et de se parler pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Jusqu'à plus, ça, j'y crois pas trop, mais bon. Alors, il y a une question de Caroline. Est-ce qu'avoir raconté cette histoire telle qu'elle ne s'est pas passée vous a consolé de la vraie histoire, ou est-ce que c'est une façon de dire que ce qui pourrait exister doit être envisagé pour nos réalités? Super, cette question est merveilleuse. Caroline, alors Caroline, la grande chance de l'écrivain, il faut comprendre, il faut démythifier l'écrivain tout de suite. C'est un type ou une femme qui écrit dans son coin, oui, bien sûr, donc tout seul, voilà, et qui va se faire un film, il va se créer un monde, il va aimer ses personnages plus que tout, il va les comprendre parce qu'il les a créés, et puis en même temps, il se rend compte qu'il lui échappe un peu, mais et à l'arrivée, on a quelque chose qui est un rêve crédible. Voilà. Et ça ne m'a pas consolé de la réalité, et j'aurais préféré ne jamais écrire ce livre si Monsieur Nchoéré avait pu survivre dans la réalité. Il se trouve qu'il n'a pas survécu dans la réalité, mais l'écrivain se nourrit de tous ses fantasmes à lui, de fantasmes des autres, met tout ça dans un shaker avec une réalité qu'il connaît, enfin j'espère, et en tire ce qu'il peut pour... il décrit son petit rêve éveillé, son histoire. C'est des histoires, on est juste des histoires. Il était une fois, patati patata. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est très difficile à faire, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça sur le fond. Alors, Eve vient de poser sa question. Vous avez évoqué le respect que les jeunes devraient avoir vis-à-vis de l'officier allemand. Comment est-ce possible? Parce qu'en fait, il faut lire le livre. Pas faux, pas faux. Je suis d'accord. Ex abrupto, ça paraît bizarre, mais il faut lire le livre. Parce qu'au début comment il s'appelle comment elle s'appelle? C'est Eve. Ève, au début du livre, vous allez ne pas comprendre. Vous allez vous dire, cet officier, il est tout ce qu'on peut détester, haïr, bien sûr. Et à la fin du livre, j'ose espérer que vous vous direz autre chose. Mais c'est un process lent, ça me prend 160 pages. C'est un petit livre, hein, mais quand même. Et puis c'est mon histoire. Donc il faut le lire. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé en écrivant ce livre, c'est qu'en fait, je les vois tous les deux au fur et à mesure des pages, je les ai vus évoluer. Et c'est assez rare surtout qu'on part au départ vraiment de deux positions complètement irréconciliables, évidemment. Et c'est assez rare d'arriver à faire évoluer deux personnages aussi antinomiques vers la fin. Et donc, Ève, vers la fin, vous aurez du respect pour l'officier allemand. Je suis prêt à le parier, oui. Oui, on confirme avec Camille, je pense. Tout à fait, tout à fait. Alors, Valérie, elle se demande quel a été votre premier livre, texte écrit, celui avec lequel vous avez réalisé que ça vous plairait de raconter des histoires. C'est un livre que je n'ai pas écrit. Non, c'est un livre que je n'ai pas écrit. J'ai écrit quelque chose avec un photographe qui s'appelle Éric Bouvet, qui est un des plus grands photographes français. On est retourné au Rwanda 5 ans après. Et on a écrit un livre qui s'appelle Les veuves du génocide, Femmes du Rwanda, les veuves du génocide. Et on a recueilli les témoignages d'une cinquantaine de veuves du génocide. Et Éric faisait des photos absolument merveilleuses. Et quand il s'est agi d'écrire, au début, je voulais écrire l'histoire de ces femmes, 50 histoires racontées. Et j'avais mes notes. J'ai évidemment noté tout ce qu'elles m'ont dit. Et je me suis rendu compte que j'aurais jamais autant de force que ce qu'elles disent.
Donc, j'ai ouvert les guillemets, j'ai fermé les guillemets, et c'est 50, je crois qu'on en avait gardé une trentaine, c'est 30 témoignages, une photo, et le témoignage, on ouvre les guillemets, on ferme les guillemets. Je ne me sentais pas d'intervenir sur un drame pareil. Et quand le bouquin a été terminé, etc., je crois que ça a eu comme un déclic en moi en me disant, grâce au ciel, je ne suis pas une veuve du génocide, mais ce que j'ai entendu là, parce que j'avais vu avant, ce que j'ai entendu là, d'abord, ça m'a déchiré à l'intérieur, mais ça a aussi déchiré le petit complexe qu'on a en disant j'y arriverai pas. Ou je ne saurais pas faire. Donc, en fait, le livre déclencheur, c'est paradoxalement un livre où je n'ai pas écrit une ligne. Alors, Marc, il y a une question assez intéressante. Elles sont toutes intéressantes, les questions. Quelle différence y a-t-il, selon vous, entre votre écriture de journaliste et ce que vous avez écrit en littérature? Il y a beaucoup de différences, en fait. Je me suis nourri, évidemment, de mon écriture journalistique. Elle est très bien, l'écriture journalistique. Hein. C'est une écriture... Déjà, j'étais un journaliste qui écrivait, j'allais dire bizarrement. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des très, très bons journalistes qui écrivent vraiment très, très, très bien. Hein. Évidemment. Jean Hatzfeld, par exemple, pour citer l'un dont je suis absolument fan et qui est un copain, mais il y en a plein d'autres. Serge Chalandon, voilà, Florence Aubenas, etc. Mais on est l'écriture journalistique, elle est bien. L'écriture, encore une fois, c'est le même outil. L'écriture journalistique, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle casse les codes d'une écriture pesante et classique. On est au XXIe siècle. Je peux faire l'effort d'écrire comme au XVIIIe et ça va pas être très bon, mais ça sera dans un français parfait où grammaticalement personne n'aura rien à redire. Ça va faire chier tout le monde pour parler clairement, quoi. L'écriture journalistique, elle a l'avantage de mettre la goutte de sang là où elle doit être et l'éclat de rire là où il doit être parce que c'est une information. C'est très utile dans un roman. C'est très utile dans un roman. Parce que quand il s'agit qu'un héros donne une information toute nette, toute brutasse, tout d'un coup, il le fait bien. Parce que je l'ai fait toute ma vie de donner une information. Moi, je voudrais ajouter que j'ai noté, quand je t'ai lu, j'ai noté quelque chose qui se passe à la page 89. Il y a 3 petits mots, et je trouve que ces 3 petits mots, ils te caractérisent bien. En tant que breton, en tant que marin, en tant que rugbyman, en tant qu'homme que tu es et écrivain, c'est avancer, respirer, observer. C'est marrant, j'ai noté ça. Typiquement, c'est le boulot du journaliste. Et c'est celui de l'écrivain, me semble-t-il. Alors, j'ai toujours du mal à généraliser, parce qu'après tout, on peut très bien écrire des bouquins sans observer, ou je ne sais pas. Mais c'est ma conception de ce que je dois écrire. Que ce soit un article ou un livre. Maintenant, j'écris plus que des livres, mais c'est ma conception de l'écriture. Alors justement, Jean-Marie, exercice très difficile, est-ce que tu peux nous faire un conseil lecture? Allez, qu'est-ce que tu voudrais que les lecteurs lisent? Mis à part son break là, tu veux dire? Ton livre, bien sûr. Est-ce que tu as un livre recommandé là? Le Franceschi. Comment ça s'appelle? Il n'en restait qu'une? S'il n'en reste qu'une? Comment ça s'appelle? Ouais, s'il ne reste qu'une. Le Franceschi. C'est un coup de poing dans le ventre. Mais dans le bon sens, enfin, s'il y a un bon sens, on peut un point dans le ventre, mais il est diantrement efficace. Et indépendamment que l'écrivain est un garçon absolument adorable et qui a risqué autre chose que le ridicule dans sa vie, le bouquin m'a assez marqué, ouais. M'a assez marqué, ouais. Je remettrai la référence sous la vidéo sur la la page Facebook. Alors, il y a une dernière question, on va la prendre rapidement. C'est Ariel qui la pose. Ton expérience sur le continent africain a-t-elle influencé la rédaction de ce roman? Oui, au-delà de ça, c'est surtout mon apprentissage personnel. Encore une fois, je le redis, parce que c'est tellement important pour moi de ne pas faire de différence. De refuser de faire une différence à partir du moment où, pour le dire autrement et beaucoup plus trivialement,
si un con est noir, il sera con quand même. Si un abruti débile profond est blanc, il sera débile, abruti profond quand même. C'est ce qu'il y a de pire, à mon avis, c'est ça, parce que ça dépend de nos yeux. Et c'est hyper trompeur, quoi. Tout le monde sait qu'il y a des dessins qui vous donnent des fausses perspectives, qu'on peut voir, je ne sais plus, vous vous souvenez, la robe bleue ou la robe jaune ou dorée, je ne sais plus quel était ce même. Ouais. Mais tout le monde sait que nos yeux, parfois, n'y arrivent pas. C'est nos yeux, ce n'est pas notre cerveau. Ce sont juste nos yeux. Et quand on dit que les yeux sont le miroir de l'âme, c'est la nôtre, pas celle des autres. Donc, parfois, j'ai presque envie, je rêverais presque qu'on ait tous un bandeau. Alors, on a tous un masque sous le nez, mais j'ai presque envie qu'on ait tous un bandeau sur les yeux pour se parler. Ce serait tellement plus simple. On arrêterait d'être défini par ce à quoi on ressemble. Et moi, ça m'arrangerait, parce que j'ai quand même l'air d'un vieux con aussi, donc ce serait pas mal si on... Ouais, ça m'arrangerait en même temps. Voilà. Très bien pour tout le monde. En tout cas, moi, je vous recommande vivement de lire Sombre éclat, qui est paru ce matin en librairie aux éditions Plomb. Je vous engage fortement à aller voir Camille et Simon, son fils. Absolument, super librairie. Bleu, 45 rue Pelleport dans le 20e. Vous allez voir, c'est pas loin du métro. Elle est magnifique, donc il faut soutenir les librairies indépendantes. Camille, on était vraiment ravis que tu sois avec nous. Moi aussi, ouais. Voilà. Jean-Marie, encore un grand merci. C'est la 3e fois, mais tu reviens quand tu veux. Tu es habitué, tu connais le chemin. C'est plus un endroit où aller pour toi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça reste un endroit où aller. C'est un endroit où il faut absolument aller. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous le 26 janvier avec Karine Ressé pour son roman qui est paru aujourd'hui aussi, qui s'appelle 3 mois et un jour aux éditions Flammarion. Jean-Marie, belle vie à ton roman Sombre éclat. Camille, belle vie aussi à ta librairie. Allez chez nous, c'est très important. Je vous souhaite une belle soirée à tous les deux et je vous embrasse. À Bonne soirée.